Et salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est une interview de Steven. Steven est coach de tennis et il est vegan. Donc les thèmes abordés durant cette interview sont grosso modo qu'est-ce que le véganisme et qu'est-ce que ça peut apporter aux joueurs de tennis. Donc c'est une vidéo de nutrition et c'est la première sur cette chaîne. Alors attention, comme c'est ma première interview longue, j'ai décidé de tester deux formats. Donc la vidéo classique et le podcast. C'est pourquoi cette vidéo est séparée en deux. Vous avez donc la première moitié seulement dans cette vidéo et n'hésitez pas à aller voir la deuxième qui est donc la suite et la fin. Et ce que j'attends de vous, c'est que vous me disiez quel format vous préférez. Est-ce que vous préférez la vidéo? Est-ce que vous préférez le format podcast seulement audio? Je vous remercie par avance de votre participation. Cette interview se situe à Sauvage, au restaurant Sauvage, au-dessus de la salle Wolf Movement. Donc merci à Wolf Movement et à Sauvage pour m'avoir prêté un cadre pour cette interview. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Qu'est-ce que le Wolf Movement? Ah, et c'est parti pour l'interview avec Steven. Bon visionnage. Donc je suis avec Steven le vegan. Donc salut Steven. Est-ce que tu aurais un check qui te définit en tant que joueur de tennis? Je pense, ouais. Alors vas-y. Donc c'est quoi? Coup droit? Coup droit. Coup droit. Ok, super. Donc Steven, donc tu es vegan. Et du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est en fait, c'est quoi être vegan? Et parce qu'il y a plein de notions végétalien, végétarien, vegan, etc. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur toutes ces notions? Ok, donc en fait, le véganisme, qu'est-ce que le véganisme? C'est lutter contre l'exploitation animale. Ouais. Donc, de manière générale, c'est pas que l'alimentation, au contraire du végétarien et du végétalien. Donc, végétarien va manger soit des œufs, soit du lait, soit du poisson aussi. Okay, par contre, le végétalien va ouais. exclure tout ça et même le miel, donc tous les produits transformés forcément, s'il y a du lait, du fromage et tout ça. Ok, donc végétarien c'est plus absence de viande. On va dire ça, ouais. Ouais, et végétalien c'est plus l'ensemble de l'exploitation animale. Voilà, c'est ça. Et derrière le vegan, donc du coup ça va être le régime végétalien plus boycotter le textile par rapport au cuir, par rapport aux chaussures par exemple, la fourrure, la laine. Ok, donc ça va beaucoup plus loin, quoi. Ça va plus dans l'état d'esprit, c'est dans le... Ça peut même aller jusqu'aux produits d'hygiène et d'entretien. Ok. Donc, voilà, qui sont testés eux sur les animaux. Ok, ok, super. Alors du coup, autre question, est-ce que tu es né vegan ou est-ce que tu l'es devenu? Non, alors j'étais comme tout le monde, je pense que j'ai dû manger comme tout le monde selon les recommandations nutritionnelles officielles, Ouais. ou ce qui passe à la télé, ou ce que les parents te donnent finalement. Et en faisant des recherches perso, on va dire, petit à petit, je suis devenu vegan. Ouais. Ok. Il y a un an. Et alors quel a été ton cheminement? Comment tu t'es dit tiens, je vais devenir vegan? Est-ce que c'était petit à petit? Comment t'as eu un déclic? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, en fait, je pense que ça a commencé sur du développement personnel, Ouais. et sans me rendre compte d'un coup d'un seul, j'ai eu un déclic et c'est tombé d'un coup. Développement personnel dans le sens où tu essaies d'être la meilleure personne que tu puisses être, devenir le meilleur coach que tu puisses être en tant que coach. Et petit à petit, tu te formes un peu sur le tennis, tu te formes un peu sur la partie physique, tu te formes sur tout ce qui va être éducation, neurosciences, prépa mentale. Et en fait, la petite lacune que j'avais, c'était l'alimentation. Et un jour, je rencontre quelqu'un. J'entends un débat entre un vegan et un non vegan, gros clash entre les deux, j'ai aucune notion. Mon pote qui était pas du tout vegan me dit Steven, t'es coach de tennis, tu t'y connais? Donc dis bien que j'ai besoin de protéines de la viande pour construire mes muscles. Et je lui dis honnêtement mec, je vais pas prendre de parti, je vais pas parler d'un sujet dont je connais pas, je vous écoute et j'aime pas parler d'un sujet dont je ne connais pas. Donc finalement, grâce à ça, j'ai approfondi mes recherches moi-même et de fil en aiguille, voilà, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer pendant une semaine, juste pour le côté un peu healthy, santé ouais. Et derrière, au bout d'une semaine, 2 semaines, je me suis aperçu que c'était bien plus profond que juste ma santé et que c'était mon petit moi, quoi. C'était plus un tout, genre voilà, qui avait un gros impact sur l'environnement, un coup en cruauté sur les animaux, et ça, je n'étais pas du tout au courant. Ouais. Et voilà. Ok, super. Donc finalement, tu t'es quand même complètement transformé. C'est parti de quelque chose du début, du tennis pour la santé, où finalement ça a complètement transformé ton mode de vie en fait. Exactement, ouais. À la base, j'étais vraiment, je mangeais de la viande tous les jours, enfin vraiment comme tout le monde, je mangeais de la viande tous les jours, je me tapais des fast-food de temps en temps, même si petit à petit, sur le développement perso, je me suis dit, tiens, plus de fast-food, tiens, commerce local, et tiens, un peu moins de déchets. Puis finalement en fait, cette tendance un peu écolo ou
faire mieux, bah, on tend vers du végétarisme et petit à petit, d'un coup d'un seul, je dis tiens, vegan, allez, je tente. Ok, ouais. Voilà, Super. donc opposé à opposé, là. Ah Au tout ouais. début, j'avais jamais mangé d'avocat, j'avais jamais mangé de légumes, j'avais Ouais. jamais mangé de légumineuses, enfin épines, des lentilles, j'avais jamais. Voilà. Donc, C'est maintenant, génial, ouais. opposé à opposé. ouais. Grosse transformation. Grosse compréhension. Ok. Alors, question très importante pour les joueurs de tennis. Concrètement, tout de suite, qu'est-ce que ça va leur apporter là? Vraiment tout de suite, devenir vegan ou tendre vers être végétarien, végétaliste, tout de suite, le joueur de tennis, quel bénéfice ça va lui apporter? Alors déjà d'une, j'ai envie de dire, il va avoir une alimentation plus saine. Ensuite derrière, il y aura forcément plus de légumes. Donc plus de légumes, plus de fer. Donc plus de fer, il y aura aussi un meilleur rapport, pas un meilleur rapport, mais ça va veiller au bon fonctionnement de l'organisme de manière générale, avec l'apport en oxygène. Derrière, on va avoir un peu plus de fibres de manière générale. Donc la tendance, entre guillemets, est un peu commerciale, c'est-à-dire il faut beaucoup de protéines, beaucoup de protéines. Et à un moment donné, en fait, on a plus de protéines et une surconsommation de protéines et peu d'apport en fibres. Et finalement, c'est ce qui fait qu'on a cette sensation de satiété tout le temps. Et le fait de manger plus de fibres, on va avoir du coup une sensation de faim moins forte. Donc on va manger un petit peu moins, donc il y aura une perte de poids. Être un petit peu plus léger. Pas plus, je pense. Après, sans compter tout ce qui va être réduction de l'indice glycémique, on aura peut-être un meilleur IMC si jamais on perd du poids aussi, on réduit aussi le taux de cholestérol, donc au final on aura peut-être un système cardiovasculaire de manière générale un peu plus performant, on va dire. Ok, donc on serait sur les notions de santé et de performance, les deux. Je pense que c'est connecté, c'est ça. Okay. Ouais. Ok, super. Et donc tu as parlé, justement, je rebondis là-dessus, des protéines, où j'entends très souvent, où j'entends tout le temps, oui, il faut qu'on ait des protéines, celui qui fait du sport, est-ce que tu as mangé cette protéine? On est toujours dans cette notion de plus de protéines, et pourtant, est-ce qu'on a déjà des études qui montrent qu'on est sous-protéiné? Est-ce que cette notion de protéine est vraie ou pas? Où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Alors, pour pas te mentir, en termes de chiffres, je les ai pas exactement. Je sais qu'il y a eu des études qui montraient qu'on était en surconsommation de protéines et en sous-consommation de fibres. Après, au niveau de la rentabilité et de l'argent, c'est plus rentable de prôner une surconsommation de protéines avec toutes les whey et les compléments alimentaires finalement. Et dernière chose, oui, effectivement, je pense que c'est la base pour la reconstruction du muscle et des fibres, il faut de la protéine. Mais par contre, cette légende urbaine où on a besoin absolument de la protéine animale, ou que de la protéine animale, c'est mon point de vue. Après, je demanderai aux gens de se renseigner d'eux-mêmes. Mais je pense qu'on peut s'en passer. Voilà, on peut s'en passer parce qu'on a des alternatives si on combine donc légumineuses et oléagineuses, ce que les gens appellent communément les fruits secs, pas les fruits séchés, les fruits secs. On aura un apport en protéines qui sera amplement suffisant. Voilà. Du coup, si on part sur cette hypothèse, il suffit de changer les protéines animales en protéines végétales. Voilà. C'est ça. Donc faire attention à varier finalement un peu plus son alimentation et qui va aussi dans le sens de prendre soin de sa santé. Donc au final, combiner, c'est-à-dire deux différentes protéines pour en faire une complète. J'exagère un peu, mais en résumé, bête et méchant, ça donne ça, pour éviter les carences. Et pour le joueur de tennis lambda là, qui nous écoute, est-ce qu'il doit continuer à faire attention à manger suffisamment de protéines, ou au contraire, la quantité finalement c'est pas important, du coup c'est la qualité qui prime? Je dirais plus la qualité et plus finalement varier finalement plus la qualité, l'alimentation. Ouais, la qualité, donc ça va dans la qualité de la viande aussi, donc même si on essaie de parler du sujet vegan, donc la qualité de la viande, on peut, je pense, avoir un régime qui est végétarien ou paléo ou autre, ou n'importe quoi que ce soit, mais ce qui est important aussi, c'est peut-être aussi regarder la qualité de la viande. Voilà. L'industriel ou quelque chose qui va être fait par un producteur local. Donc ça c'est super intéressant parce qu'on a tous cette notion de il faut que j'aille faire de la muscu, il faut que je mange des protéines en quantité, on regarde pas la qualité, on sait pas trop d'où ça vient, mais finalement tout ce qu'on veut c'est de la quantité. Du coup ça nous change quand même notre perception. Alors c'est vachement intéressant quand même. Je m'étais renseigné sur des sportifs de haut niveau, est-ce que finalement véganisme et performance c'est synonyme?
Donc si on se renseigne un peu et qu'on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de sportifs qui sont végétariens et beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont même véganes. Donc il y a des grosses icônes qui existent. Là tout de suite j'ai John Venus qui est un blogueur en fait, un blogueur qui fait du culturisme, voilà, et qui est sur Instagram, sur les réseaux sociaux, qui est un avion de chasse objectivement et qui est plutôt bien musclé. Après je connais une Tia Blanca, je crois si je dis pas de bêtises, Tia Blanco, donc championne du monde de surf en 2015. Voilà, et on en a encore d'autres, donc on a Patrick Baboumia, donc c'est l'homme le plus fort du monde en 2011. Je me rappelle plus son origine. En tout cas, il a fait ça en Allemagne. Okay. Et qui est vegan. Et qui est vegan, oui. Lui qui est vegan depuis, donc il était végétarien en 2006, il est passé vegan en 2011 et il est devenu l'homme le plus fort du monde. Je crois qu'il soulève 550 kg sur 10 mètres. Waouh. Voilà. Ok. Donc, et lui prétend, donc je dis bien le mot prétendre parce que je sais pas si c'est la vérité, je sais pas s'il dit ça pour comment dire, propager on va dire l'idéologie végane. En tout cas, lui prétend qu'au moment où il est devenu vegan, il a gagné en force et il a gagné en prise de masse. Voilà. Et derrière, on a d'autres sportifs, donc Carl Lewis, Bonnie Miller, et on a une joueuse de tennis qui s'appelle Martina Navratilova. Je sais pas si elle est végane, mais je sais qu'elle a un régime végétarien. Okay. Voilà. Qui est quand même l'un des plus gros palmarès du tennis. C'est ça. Donc après, est-ce qu'elle était végane, végétarienne quand elle était joueuse, on ne sait pas. Mais... Je sais pas, mais voilà. En tout cas, la plupart des joueurs, enfin, dans ce milieu-là, on sent qu'ils tendent vers ce végétarisme ou le véganisme pour la performance. Du coup, ce qui prouve clairement qu'on n'a pas besoin de protéines animales pour être performant. Pour être performant, en fait, vu qu'il y a plein d'exemples comme ça de sportifs qui sont incroyables et qui n'en mangent pas. Donc c'est le meilleur exemple en fait. C'est la meilleure preuve qu'ils puissent exister. Ouais. Exact. Ok, bon, super. Ok, et alors justement, on est parti sur cette croyance qu'on a besoin de protéines animales pour avoir des protéines. Il y a beaucoup de fausses croyances dans notre... Il y a beaucoup de fausses croyances un peu. Est-ce qu'il y en a d'autres, des croyances comme ça, qu'on part du principe que c'est comme ça, mais qu'en fait, il y a des contre-exemples un peu partout les protéines animales. Alors effectivement, c'est souvent, voilà, on va entendre mais ouais, vous allez être en carence de protéines. Du coup, on a répondu à la question avant. Ou vous allez avoir besoin de protéines animales, on a répondu à la question avant. Vous allez avoir une carence de B12. Effectivement, la carence de B12, elle peut exister, mais en fait, si on se renseigne, en fait, donc c'est pour ça que je dis pas qu'il faut écouter bêtement ce que je dis ou renier bêtement aussi ce que je dis, c'est juste s'informer par soi-même et dire ok, la B12 qu'est-ce que c'est, donc on se renseigne sur la B12. Donc la B12, c'est vrai que dans notre alimentation moderne, en fait, on n'a plus accès à la B12, c'est une bactérie qu'on peut retrouver dans le sol, et en fait, comment dire, du coup effectivement tout le monde est en manque de carence, donc c'est-à-dire même les animaux qu'on va fabriquer, je ne sais pas le mot fabriquer, mais qu'on va, je sais pas, je n'arrive pas à trouver le terme, qu'on va utiliser, domestiquer, ou même pour le bétail, pour le bétail qu'on va utiliser pour nous manger en fait. Voilà. Finalement même eux, même ces animaux-là n'ont pas accès à la B12, parce qu'on va en fait leur donner des céréales qui n'ont pas de B12. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Dans le bétail, on va injecter en fait directement de la B12 aux animaux. Donc nous, indirectement, donc même si on est omnivore, carniste ou végétarien, vegan, on va manquer cette B12. Donc dans tous les cas, il va falloir qu'on mange de la B12 en complément. Excepté si indirectement on est omnivore, on mange de la viande et du coup on va recevoir de la B12 par le filtre, on va dire, de l'animal. Ok. C'est la seule carence qui existe quand on mange bien de tout? Ou est-ce qu'il peut exister d'autres carences? Parce que souvent c'est ça, tu te dis, voilà, je suis passé végétarien, je suis véganiste, la première chose qui ressort c'est, mais t'as pas des carences, mais tu fais attention quand même, est-ce que ça va? Alors, pour pas mentir, c'est que, donc je parle pour mon expérience encore une fois, c'est que c'est vrai que mon alimentation se basait sur pâtes, riz et viande, poisson et jambon. J'exagère un peu, mais elle était très peu variée. Finalement, quand on passe un peu comme moi, le mec qui aime pas cuisiner et qui aime la viande en fait, finalement, qui aimait la viande, on va passer de l'opposé à l'opposé. Donc c'est très dur de se dire, tiens, je vais aimer juste finalement les beans et me contenter juste des beans. Finalement, on va mélanger en fait les haricots avec des lentilles, avec d'autres épices, et finalement, on va ajouter un peu d'oignon, un peu d'ail et même du gingembre pour ceux qui aiment. Et au final, cette variété fait que on peut pas être en carence parce que mon alimentation, juste pour le fait d'être devenu vegan, a été beaucoup plus variée.
Voilà, donc varié dit forcément qu'on aura un peu moins de carence. Après, la dernière chose, c'est aussi le fer. Donc on a cette idée que en fait, finalement, il n'y a que dans la viande où on peut recevoir de la B12 et du fer, ou des protéines. Mais si on épluche un peu, on a répondu à la question avant, on ne sera pas en manque de fer par rapport à toutes les légumineuses et les légumes. Du coup, donc ça c'est un autre avantage de devenir vegan, c'est aussi que ça t'a poussé à varier un peu ton alimentation. Outre le fait de diminuer la viande, de la supprimer, et aussi le fait que ça t'a poussé quand même à chercher des mélanges, à te... C'est ça, éviter les produits transformés. Donc effectivement, ça m'a poussé à essayer de varier, donc c'est bien à me remettre en question sur mes talents culinaires, même si je n'ai pas de gros talents. Mais voilà, ça m'a poussé au-delà de ma zone de confort à me dire, bah, tiens, je vais faire ma nourriture moi-même, éviter les produits transformés, varier, et puis voilà, après on est toujours un peu fiers de manger quelque chose qu'on a concocté nous-mêmes. Ok, alors puisqu'on est dans les croyances, justement, tu as dit tout le monde tout à l'heure, je mangeais un peu comme tout le monde. Alors ça veut dire quoi comme tout le monde? Et d'où nous vient en fait nos connaissances culinaires? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent, il faut manger de la viande, il faut ceci. Alors, si le véganisme est bon pour la santé, pourquoi est-ce qu'on nous dit tout le temps, il faut manger de la viande animale, de la protéine animale, il faut ceci, il faut cela? D'où est-ce que ça vient? Comment ça se fait qu'on ait tous ces croyances dans nos têtes qu'il faut manger de la viande? Alors, ces croyances-là, je pense qu'elles viennent du lobbyisme, donc de l'industrie, on va dire, de l'exploitation animale de manière générale. C'est-à-dire, effectivement, en France, par exemple, on est dans un pays où on a beaucoup de vaches, donc on produit beaucoup de lait, gros producteurs de lait, donc beaucoup de fromage, donc forcément aussi beaucoup de viande, et ça fait de l'argent. Donc les études c'est là où il faut se renseigner sur les sources et voir quelles études ont été faites. Donc il y a des études qui vont être objectives, qui vont être faites de manière indépendante et qui vont parler de manière vraiment très très objective. Et inversement, on va avoir des études qui vont être un peu financées finalement par des marques, des industries. Et du coup, ces études-là ne sont pas forcément les plus objectives. Donc forcément, tes producteurs de lait, c'est ton gagne-pain, c'est ton argent, tu vas payer une étude qui va dans la balance de on a besoin de calcium, et voilà, donc consommer les produits laitiers sont devenus pour la vie, bah forcément derrière on a quand même cette croyance de j'ai besoin de lait, du moins de lait de vache, ou j'ai besoin de viande parce que ça va m'apporter, je vais avoir cet apport en protéines, qui est vrai, hein, c'est toujours des études qui vont sur des choses qui sont vraies, mais qui sont orientées. Ok, ouais, donc ça veut dire qu'il faut faire super attention à tout ce qu'on ingurgite, tout ce qu'on écoute. Et du coup, pour faire la part des choses, comment on fait du coup? Parce que si on veut aller voir dans les sources et qu'en plus elles se contredisent, comment toi tu fais pour faire la part des choses et avoir tes propres sources? C'est ça. Donc en fait, c'est pas se fier à une seule chose qu'on va dire. Donc à un moment, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que si tu lis quelque chose ou tu entends quelque chose et tu dis tout de suite, ah oui, c'est ça, c'est la vérité, c'est la vérité pure et dure et j'y crois à fond. Et tu vas être dans une démarche aussi bête qu'un mec qui va dire ah non, ça, ce que tu dis, c'est totalement de la connerie. Donc je suis pas dans le mode je lis quelque chose et j'y crois à fond. C'est plus en mode faites-vous votre avis, lisez, commencez par, pour ceux qui ne sont pas lire, regardez des vidéos. Derrière de vidéos, vous allez peut-être passer sur des documentaires. En passant sur des documentaires, vous êtes passé sur des livres. Et de fil en aiguille, en fait, vous allez vous faire un espèce de réseau ou une liste, on va dire, de références, finalement, de nutritionnistes, de naturopathes, de scientifiques et d'études qui vont dire telle chose. Et il y a plein de choses qui vont se contredire et ensuite derrière faites-vous votre avis. Bon, je pense que tu as 100% raison parce que moi j'ai commencé comme ça aussi. J'ai commencé sur un livre qui était sur le paléo et dedans il disait, alors clairement il disait que c'était possible d'être paléo et d'être végétarien, mais quand même il y avait plein de choses où il contredisait justement le végétarisme et je me suis dit waouh, c'est ma Bible, je crois que lui. Et après j'ai lu un deuxième livre sur le végétarisme qui a dit non, justement c'est pas ça. Et du coup je me suis dit à nouveau c'est ma Bible. Et là je dis il y a un problème quand même. Je lis deux livres, ils se disent deux choses différentes et les deux je me dis waouh c'est ma Bible. Donc c'est effectivement après c'est en lisant, en faisant son propre avis qu'on peut vraiment faire son propre raisonnement et prendre le plus d'infos, et plus on aura d'infos et plus ce sera facile de faire son raisonnement et se dire, et même à un moment donné tellement vous allez avoir d'infos, en fait il y a plusieurs infos qui vont se recouper et là on va se dire ok, en fait sinon ça c'est sûr que c'est vrai parce que voilà toutes les infos disent la même chose et de temps en temps avoir des petites contradictions et c'est là à nous de faire la part des choses et se dire ça non ça a l'air un peu influencé parce qu'il y a un côté business, là il y a un côté qui est moins business, peut-être je vais écouter un petit peu plus et y croire un peu plus et puis derrière puis voilà, après c'est comme tous les sujets, c'est-à-dire
ça va être les débats sur le cholestérol, ça va être le débat sur l'étirement. Après derrière c'est la même chose, même pour les kinés, ils ont des débats sur la mobilité. Voilà. Okay. Alors on a parlé de la santé et de la performance pour le joueur de tennis, c'est hyper important. Et si on va au-delà de ça, au-delà du tennis, au-delà du sport, quels sont les avantages à devenir vegan? Quels sont vraiment les bénéfices qu'on va en tirer pour nous ou pour la planète donc. Ok, donc d'une on a parlé de la santé, donc voilà. C'est mieux pour la santé de manière générale, sans avoir parlé du risque, de la réduction du risque de cancer, du côlon et du cancer de manière générale. Donc j'avais lu un truc encore qui était assez intéressant sur le fait de manger moins, donc on revient un peu sur les fibres. Manger moins, en fait ça fait qu'on va moins puiser sur le système digestif, donc à long terme on pourrait tendre à allonger l'espérance de vie. Voilà, ce qui je pense qu'il n'est peut-être pas un raisonnement bête, voilà, on manger un petit peu moins et moins puiser sur l'énergie vitale. Là, je vais dans ton sens, j'ai eu beaucoup d'études sur des centenaires, notamment d'Okinawa ou des centenaires de tous les pays, et la tendance, alors ok, il y a le régime qui rentre en compte, mais le point commun c'est que tous ils mangent beaucoup moins que nous dans nos pays occidentaux où on est à 2 fois, voire parfois 3 fois leur ration quotidienne. Du coup c'est vrai que ce point commun quand même, ça laisse à réfléchir sur la quantité. Donc voilà, la santé, derrière il y aura l'impact environnemental, donc tout ce qui va être finalement déforestation. Pour avoir du bétail il faut de l'espace, donc on va déforester. En déforestant on va tuer un petit peu toute la faune et la biodiversité qui existe déjà sur place, c'est un peu dommage juste pour le bétail. Pour le bétail il faut les nourrir, donc on va aller défricher par exemple en Amazonie ou en Indonésie finalement encore des zones pour pouvoir faire des céréales, et ces céréales qui vont être données finalement au bétail. Voilà, donc on essaie de lutter contre la déforestation, on lutte aussi contre le gaspillage en eau, parce que du coup il va falloir nourrir, donner à boire aux bêtes, il va falloir arroser finalement les céréales, il y aura la pollution d'eau par rapport aux déjections animales, du bétail pardon. Donc on préserve un petit peu l'eau, on va aussi lutter peut-être contre le gaz émission, les emissions, vous savez pas en anglais, mais l'émission CO2, par rapport au transport de ces céréales, au transport du bétail par l'avion, les camions, les bateaux. Lutte contre le pétrole, donc du coup forcément un petit peu zéro déchet. Donc tout ce qui va être viande, à un moment donné ça va être empaqueté. Ça crée des déchets, ça crée du plastique, donc on va tendre un peu sur boycotter un peu le plastique, boycotter un petit peu le déchet, et de manière générale, du coup ça va être forcément le changement climatique, le réchauffement climatique. Voilà. Ce que tu es en train de dire, c'est que être vegan, ça a un impact écologique en fait. Tendre vers le véganisme ou tendre vers le végétarisme aura un impact écologique, je pense, oui. Ok. De toute façon, donc ça c'est mon point de vue. Après, il y a plein d'études et plein de scientifiques qui vont dire la même chose par rapport au fait de manger un peu moins de viande aura un impact sur l'environnement. Ok, incroyable. Parce qu'il y a aussi cette notion que même si je mange pas de viande, au final ça change rien au monde. Enfin, tu vois, on a cette notion, cette croyance en nous que c'est pas parce que je vais arrêter de manger de la viande que ça va aider l'écologie. Tu vois, je préfère ne pas prendre ma voiture et aller en vélo que d'arrêter de manger de la viande. Du coup, comment tu gères cette croyance? Du coup, pour toi, clairement, manger de la viande a un impact qui est significatif. Alors, si chacun s'y met, ça a un impact fort. Oui, alors tous ceux qui vont travailler dans le commerce sauront que je vais essayer d'expliquer au mieux que je peux. Je travaille à Decathlon pendant 5 ans, et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque produit qui va avoir une vente va générer en fait une production plus grande. Chaque produit où il va y avoir une baisse de vente va générer une production plus basse. Donc ça c'est valable pour les raquettes de tennis, c'est ce qui fait que chaque année on va avoir des nouvelles raquettes qui vont sortir, d'autres raquettes, des gammes qui vont se supprimer. Et donc en fait ce raisonnement-là, il faut l'avoir sur finalement un peu sur tous les domaines. Donc finalement manger un peu moins de viande, manger plus local, c'est ce qui crée finalement les tendances. Manger plus bio, manger plus commerce local, en fait le fait de tendre un peu plus vers ça et tendre moins vers l'autre, c'est ce qui fait qu'on va équilibrer, on va dire, la balance pour dire tiens, on va produire moins de viande parce que c'est moins rentable, il y a moins de monde, donc du coup on va créer. C'est le fameux pouvoir du consommateur.
et qui finalement, l'effet papillon va se développer un peu à l'ensemble de la planète. Exact. Et donc là, pareil, donc en référence qui peuvent vous aider, vous avez Ça commence par moi, qui est un blogueur qui donne beaucoup d'informations sur, par des petites actions, changer le monde, mais avec son propre moi, du coup, finalement, c'est juste, voilà, ça commence par supprimer les publicités sur les boîtes mail, supprimer, voilà, et finalement, plein de petites actions font qu'à la fin, ça devient, plein de petites tailles devient finalement énorme. Il y a aussi iBoycott, je ne sais pas si vous connaissez, donc dans iBoycott, renseignez-vous, vous avez aussi donc sur plein de thèmes, donc ça, ce n'est pas que sur boycotter par exemple le cirque ou la viande, ça peut être aussi l'huile de palme, ça peut être aussi plein de choses. Super. Bon, ça c'est vachement intéressant parce que moi quand je me suis intéressé à cette notion, c'est une notion que je ne connaissais pas du tout. Moi j'étais à fond sur la souffrance animale et je n'avais pas du tout réalisé qu'il y avait un réel impact sur l'écologie. Et du coup, c'est vrai que ça quand même, ça donne une autre vision, une autre dimension quand même sur le véganisme. Sur le véganisme, sa consommation. Et effectivement, donc là, je n'ai pas parlé du coup de la cruauté animale, mais aussi il y a un gros impact sur la cruauté, sur la cruauté animale. Après, quand on dit ça, souvent les gens se disent bah, c'est des animaux, on est au top de la chaîne alimentaire, donc, mais il y a une différence entre finalement chasser ou manger pour survivre et fabriquer, produire en masse, tuer en masse pour un plaisir gustatif ou des traditions. Est-ce que tu as des chiffres au hasard sur, j'en sais rien, sur le nombre d'animaux tués dans le monde, dans l'Europe, j'en sais rien, sur n'importe quelle race? J'en avais, mais là en tête je les ai oubliés. J'ai envie de dire que c'est un coût de 3 millions. Parce que c'est vrai que c'est quand tu entends les chiffres finalement que tu as encore plus cette notion. Voilà, n'oubliez pas d'aller voir la suite dans la deuxième partie qui s'affiche ici sur YouTube.